Bonjour, je m'appelle Abbé Emmanuel Dayegamie. Je continue à vous présenter l'analyse stratégique des organisations, une approche de recherche sur l'organisation. Dans ma première vidéo, je présentais cette approche et ses trois hypothèses. La deuxième vidéo traitait de la méthode utilisée par l'analyse stratégique, la méthode de recherche utilisée. De la troisième vidéo à la 12e vidéo, on parle des outils de raisonnement de l'analyse stratégique. Nous avons déjà parlé de la culture organisationnelle, nous avons parlé de la négociation et maintenant, je vais vous parler du pouvoir. Voici donc le plan de présentation et je résume ici un article de Erhard Friedberg et de Pierre Morin. Nous allons commencer par une petite introduction. Nous allons voir que le pouvoir est une relation d'échange négociée. Nous allons voir qu'il est indissolublement lié à l'organisation et vice-versa. Et nous allons voir aussi que l'organisation circonscrit les sources d'incertitude organisationnelle. Donc, selon Pierre Morin et Erhard Friedberg, le concept de pouvoir a, dès l'Antiquité, été au cœur de la philosophie, puis des sciences politiques. Et il désignait à la fois les gouvernements et les appareils gouvernementaux, ou la capacité de ceux-ci d'imposer leur volonté aux gouvernés. On peut dire qu'à cette époque-là, le pouvoir est vu comme un pouvoir en commun, un pouvoir avec. Mais la notion de pouvoir sûr, en revanche, était appréhendée. Le pouvoir dans une relation simple, interpersonnelle, a suscité longtemps une certaine gêne qui a fait occulter ce phénomène, le phénomène de pouvoir comme relation. C'est depuis 1960 qu'un intérêt à cette notion de pouvoir comme composante de toute relation entre individus se développe. Ce sont la psychologie sociale et la sociologie qui ont mis l'accent sur cette composante liée à une situation concrète et momentanée. Et ce sont la psychologie sociale et la sociologie et se sont intéressés aux modifications des relations de pouvoir lorsque la situation des individus, entre les individus, change. Par exemple, il donne l'exemple d'un ouvrier qui obtient de son supérieur quelque chose que ce dernier lui refusait depuis longtemps, jusque-là, parce qu'aujourd'hui, ce supérieur a un besoin impérieux qu'une réparation soit terminée le plus rapidement possible. Le pouvoir, vu comme relation, comme composante d'une relation entre deux personnes, a deux facteurs. Ce sont, d'un côté, vous avez les facteurs matériels et de l'autre, les facteurs immatériels. Les facteurs de pouvoir matériels peuvent consister dans des objets possédés, dans de l'argent, dans l'exécution d'une tâche. J'ai besoin que l'autre, j'ai un besoin impérieux que l'autre fasse cette chose pour moi. Les facteurs de pouvoir peuvent être également immatériels. Par exemple, une attitude favorable ou défavorable, la satisfaction d'une exigence morale, l'image de soi, la soumission aux normes sociales, l'information, être informé, ça peut être un facteur de pouvoir, l'expertise, ce sont des facteurs de pouvoir que l'on peut amener dans les interactions, le prestige personnel, etc., etc.
Il existe de nombreuses définitions du pouvoir en tant qu'élément d'une situation et d'une relation interpersonnelle. La première définition retenue par les auteurs, c'est celle de Tony. Le pouvoir, par pouvoir, cet auteur, il entend la capacité de modifier la conduite d'autres individus de la façon qu'on le désire. Mais la définition qui est souvent utilisée par cette approche, c'est celle de Robert Dahl. Pierre exerce un pouvoir sur Paul dans la mesure où il peut faire exécuter à Paul quelque chose que ce dernier ne ferait pas sans son intervention. On va voir par exemple, je voulais dire ça, mais parce que l'autre est là, je ne vais pas le dire. Ça veut dire que dans cette interaction-là, l'autre est en train de m'imposer un comportement. Cette définition s'inscrit aussi dans la définition de Max Weber, les chances d'imposer sa propre volonté contre une résistance. Selon Pierre Morin et Ralph Rydberg, le pouvoir est une relation d'échange négocié. Et on revient donc sur la définition de Robert Dahl pour illustrer cette définition du pouvoir. Soit Pierre et Paul. Dans la relation qui les unit, Pierre aura du pouvoir sur Paul s'il détient quelque chose que Paul désire. Donc le rapport de pouvoir entre Pierre et Paul, comme vous le voyez, c'est l'autre face cachée d'un rapport de dépendance. Si Pierre détient quelque chose que Paul désire, alors Paul dépend de Pierre. Pierre aura d'autant plus de pouvoir sur Paul que le désir de Paul vis-à-vis de ce que détient Pierre est intense. Une fois qu'il aura reçu ce qu'il cherche chez Pierre, peut-être que le rapport de pouvoir va être modifié. Ce qui se change dans la relation, ce sont des possibilités de comportement. Vu dans ce sens comme relation d'échange négocié, le pouvoir, selon Pierre Morin et Erhard Friedberg, dépend de deux éléments: la pertinence du comportement potentiel et l'imprévisibilité de la réaction. Donc, l'autre a un pouvoir sur moi si son comportement est pertinent pour moi, si il possède quelque chose dont j'ai besoin, et il a du pouvoir sur moi si je ne peux pas le prévoir, si je ne peux pas prévoir son comportement. Donc, les deux incertitudes fondent le pouvoir dans une interaction. Selon Pierre Morin et Erhard Friedberg, le pouvoir comme relation d'échange négocié est indissolublement lié à l'organisation et vice-versa. Tout d'abord parce que nos buts collectifs ne peuvent être atteints sans l'exercice des relations entre les acteurs, des relations de pouvoir entre les acteurs au sein de l'organisation. Mais de l'autre côté, sans les buts collectifs, il n'y aura pas de pouvoir comme relation d'échange négocié entre les acteurs. Pas d'exercice des relations de pouvoir.
Or, l'organisation, c'est-à-dire les buts collectifs, lie durablement les gens, lie durablement les acteurs au sein de l'organisation. Si vous acceptez de rester dans l'organisation, eh bien, vous êtes dans des relations de pouvoir. Donc, l'organisation fonde en permanence des relations de pouvoir. En même temps que l'organisation fonde en permanence des relations de pouvoir, elle est circonscrite, nous dit Pierre Morin et Erra Friedberg, elle est circonscrite permet de voir des sources d'incertitude organisationnelle qui conditionnent à leur tour la pertinence des comportements. Et la survie de l'organisation constitue un des critères essentiels servant à définir la pertinence des ressources mobilisables dans des relations de pouvoir. Plus la zone d'incertitude contrôlée sera cruciale pour la performance et la gouvernance de l'organisation, plus l'individu qui la contrôle disposera du pouvoir.